Les gars, vous n'êtes pas sans savoir que Jamo tire sur tout ce qui bouge, Jamo Nézard, Jamo DZ sur Instagram, sur YouTube, etc. J'ai sélectionné quelques clips de sa chaîne YouTube, on va les regarder ensemble. Je tiens à commencer à dire que Jamo, c'est un physique exceptionnel, c'est un bodybuilder professionnel de l'époque, des années 90, etc. C'était un pote de Dorian Yates. On va vous mettre à l'écran son physique, il était exceptionnel à l'époque, et c'est un des gars que j'ai regardé en regardant les premiers youtubeurs sur YouTube de musculation, avec Enzo, avec Thibaut, avec tout ça. Donc déjà, énorme shout-out à Jamo, qui a un physique exceptionnel à l'heure actuelle, et encore plus à l'époque, surtout qu'aujourd'hui il avance dans l'âge, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, et j'avoue avoir été agréablement surpris à l'époque quand j'ai découvert son physique en tant que pro, qui était l'un des plus esthétiques et sous-cotés des années 90. La musculation du cou. Tout le monde, je te jure, tout le monde a commencé à entraîner leur cou dès qu'ils ont vu Mike Tyson en train d'entraîner son cou sur le sol, en train de rouler sur sa tête. Et tout le monde commençait à se rouler. Il y avait même des personnes qui se sont fait péter la nuque. Ils sont handicapés. Si tu ne fais pas de la boxe ou tu n'es pas un fighter de MMA, le coup va venir avec le temps. Sauf si tu es un maigrichon et son cou est petit comme un poulet. Et là, tu peux rien faire. Ouais, pour ce qui est du coup, déjà ça vient évidemment avec la musculature de manière générale. Ça vient évidemment avec les trapèzes, avec les pecs, avec simplement le poids qui monte aussi. C'est vrai que c'est plus joli, c'est plus masculin d'avoir un cou qui est au moins à la largeur de sa mâchoire, si ce n'est plus large, qu'avoir, je sais pas, un cou comme ça et une tête, une grosse tête et un tout petit cou. Maintenant, c'est pour ce qui est de la musculation du cou, parce que moi je me suis mis à la boxe et au MMA depuis à peu près un an. Et c'est vrai que c'est assez intéressant pour ces sports-là, et même pour la lutte finalement, de savoir un petit peu absorber, de savoir avoir un appui avec sa tête. Donc pour tous les combattants ou futurs combattants qui nous regardent, qui voudraient s'y lancer, c'est intéressant de muscler son cou. Par contre, ouais, se mettre sur la tête et faire des oui, des non, des machins, ça met quand même pas mal de pression sur vos cervicales, etc. Moi, je vous recommande de commencer, si vous commencez à le faire, avec des oui à vide allongés pour le faire dans le vide, ça va très vite chauffer, il n'y aura pas de résistance, vous faites des peut-être, vous faites des non comme ça va chauffer pas mal vos cervicales, et renforcer, congestionner pas mal votre cou, et puis tout ce qui va être travailler les trapèzes aussi, que ce soit avec votre tirage en pronation, que ce soit avec vos shrugs, etc., ça va aussi renforcer quoi qu'il arrive le cou. Mais pour tous les combattants, oui, ça peut vous éviter de vous faire trop sonner par des coups, et au final, bon, c'est pas déconnant, mais c'est vrai qu'en musculation en soi, est-ce que ça vous donnera un avantage esthétique? Peut-être pas forcément. Des gens ont commencé à penser à leur cou à cause de Mike Tyson. Mike Tyson, c'est Mike Tyson. Et vous, c'est vous. Entraînez votre corps, le cou va venir avec le temps. Regardez. Regardez mon cou. J'ai jamais entraîné mon cou. Ouais, exactement. Ça viendra avec le temps, et dédiez-y-vous seulement s'il y a un sport de combat, un sport de contact dans lequel avoir la tête qui est bien dans l'axe, qui est bien résistante, ça vous servirait à éviter des KO ou à garder simplement un meilleur contrôle et tout, une meilleure tension générale ou un meilleur appui qui est la tête facilement en lutte ou en jiu-jitsu. Ouais, c'est validé. Alors lui, Salam Jamo, comment tu reprends le sport après une longue période d'arrêt? Très très simple. Je vais devant le miroir, j'enlève mes fringues et je commence à regarder l'horreur qui est devant moi. Et je commence à m'insulter directement. Pauvre con, stupide, tu ressembles à une citrouille poilue. Pour vraiment augmenter la haine et la détermination à l'intérieur de moi pour bouger mon derrière et commencer à faire du sport. La première des choses. La deuxième des choses, je vais à la cuisine, je commence à balancer toutes les stupidités que ma femme a achetées. Je blâme ma femme. Elle me regarde comme ça, je dis, moi je les ai achetées, qui t'a dit de manger tout ça? Pas moi. Elle avait raison. Et après, je commence à faire du cardio. Ça, c'est la troisième des choses. Je commence à suer. Après le cardio, je commence à faire des exercices d'étirement, des exercices que je faisais comme un pro. Je me retrouve comme une fillette de 2 ans qui est incapable de faire l'étirement. Je commence à me détester de plus en plus. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire un circuit de 4 à 5 exercices, corps complet, et j'évolue tout doucement. Voilà, c'est comme ça que je commence. Alors pour reprendre la musculation et pour perdre du poids, ouais, en fait, moi j'allais simplement reprendre ce que tu avais déjà en place et ce qui t'avait déjà permis d'avoir un certain résultat. Par exemple, si je sais que je veux atteindre tel poids, je connais parce que je suis déjà allé mon total calorique et j'ai simplement à descendre mes calories et j'arriverai à ce poids, quoi. Alors peut-être pas d'un coup faire de maintenant à ce total calorique là sans rien entre les deux, mais je sais que fatalement si j'y redescends, je vais retrouver ce poids là. Donc en soi, c'est juste reprendre les habitudes de cardio, d'entraînement et de nutrition qui ont fait de toi celui que t'étais avant.
Alors maintenant, l'idéal évidemment c'est de jamais arrêter la musculation, de jamais arrêter le sport, même si tu dois diminuer la fréquence, ça veut pas dire qu'il faut tout lâcher, faut pas être binaire, faut avoir vraiment un juste milieu. Si tu peux pas être sérieux sur les entraînements, parce que je sais pas, t'as une grosse période de taf, il y a beaucoup de voyages, etc. Et attention, ça représente 0,1% de la population, 1% de la population qui a vraiment besoin dans son boulot, allez on va dire 10 à 1% quand même, qui a vraiment besoin dans son boulot de tout arrêter et de prendre une pause, etc., ou de minimiser. Si ça arrive, et même les événements de la vie peuvent faire que, si ça arrive, putain, gardez des bons aliments. Traquez toujours un petit peu au moins vos protéines et vos lipides. Euh, Relâchez tout contrôle de ce que vous faites, c'est relâcher tout contrôle de ce que vous aurez comme résultat. Et par ailleurs, je veux pas surpsychologiser cette question-là, cette réponse-là. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est de reprendre ce que tu faisais avant, et de reprendre des bonnes habitudes, et ça reviendra tout simplement, et pas besoin de se punir. J'irai pas forcément me dire, putain, t'es une merde, etc. Alors oui, t'as tout lâché, mais pour autant, si la vie a un peu forcé la main, et que mentalement, t'as un peu déconnecté aussi, tu te dis, putain, c'est trop dur, je lâche tout. On est tous humains au bout d'un moment, même si on est tous des hommes aussi, donc faut tenir la barque, faut pas déconner. Mais si jamais il y a des choses qui se sont accumulées et du coup bah t'as un body fat plus élevé, même si t'as mangé pas trop mal, etc. et que tu reprends parce qu'il y a eu d'autres priorités, ce qui peut arriver, bon bah à ce moment-là, pas forcément besoin de se tabasser devant le miroir, reprends ce que tu faisais d'habitude et ça repartira. Et si jamais t'as vraiment du mal à te dire bon, on reprend, ou alors je resserre la vis et je réoptimise les choses, tu sais pas quelle diète prendre, quel entraînement faire, quel macro, calories, etc. remettre en place, quelle recette faire pour tenir facilement, c'est simple. Tu cliques sur Premier dans la bio, tu télécharges Momentum, on a tous nos plans alimentaires, on a plus de 10 plans alimentaires, plus de 10 programmes d'entraînement, plus de 1500 recettes, tout ça dans une application sur ton téléphone, et tu peux même avoir des coachs aussi qui t'aident. Alors lui, Salam t'entend, pourquoi tu ne recommandes pas les tractions lestées? Ah, les tractions lestées. Je vais lui dire quelque chose et tu vas être d'accord avec moi. La plupart des personnes qui font des tractions lestées en ce moment sur Insta, c'est parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre les faire sur Insta. Et ils veulent frimer. Ils veulent se faire prendre en vidéo pour montrer aux gens qu'ils peuvent faire les tractions lestées. Dans notre bon vieux temps, les pros, lorsqu'on faisait des tractions lestées, la plupart de nous, avec 52 bras, pouvaient faire 12 à 15 répétitions parfaites. En ce moment, la plupart des personnes qui font des tractions lestées, ils ont besoin des pompiers pour les faire remonter en haut. Ils ne peuvent même pas faire 3 tractions parfaites pour du corps. Alors je suis pas contre les tractions lestées, bien au contraire, comme les dips lestés ou les pompes lestées ou n'importe quel exercice lesté. Au final, un squat à la barre, c'est un squat lesté. Bah si t'es trop fort pour ton propre corps, non seulement c'est très stylé, déjà, t'es une fourmi en fait, mais en plus de ça, bah ça te permet d'ajouter de la tension mécanique sur le long terme. Le principe de surcharge progressive, il est super important pour construire du muscle, et si tu maîtrises vraiment bien les tractions, si tu commences à dépasser facilement les 12, 15 reps, etc., au poids du corps, et que tu les fais réellement bien, en contractant, en étirant réellement bien les muscles, sous tension, avec une bonne négative, qui t'empêche de rajouter 5 kilos, puis 10 kilos, puis 12, puis 14, puis 15, puis 16, puis 20, etc. Si ça te permet de garder un mouvement qui te challenge et que l'exercice ne devient pas dégueulasse, parce que forcément, il y en a beaucoup à la salle qui en effet se laissent sur des dips ou des tractions, mais qui font les épaules comme ça en avant au lieu de bien tracter avec leur dos, ou d'autres qui font des dips et qui envoient les épaules et qui remontent. Ouais, t'en tireras pas tous les bénéfices, t'en tireras certainement pas autant de bénéfices que si tu fais tes tractions comme il faut, et tu viens bien contracter, bien contrôler. Pareil pour les dips. Le lestage, faut pas que ce soit un flex pour les réseaux sociaux, comme pour juste à la salle faire bien devant tout le monde. Le lestage, c'est un besoin, c'est une solution à un problème. Donc vraiment faites attention à ça, laissez pas l'ego prendre le dessus. Surtout si vous passez en sèche, et que vous commencez petit à petit à perdre vos performances, commencez pas à garder votre lestage de prise de masse en sèche, tout ça pour garder les mêmes perfs et faire un truc dégueulasse. Vous tirez bien plus de bénéfices des tractions, surtout comme il le dit si vous êtes bodybuilder ou simplement vous êtes un tant soit peu lourd, en les faisant au poids du corps. C'est pas parce que c'est au poids de corps que c'est pas effectif, bien au contraire. Moi j'ai beaucoup aimé, quand je coachais pas mal de personnes, leur faire une bonne séance d'eau, avec des machines, des charges lourdes, etc. Et sur un autre jour dans la semaine, faire un rappel avec des tractions au poids du corps. Bien contrôlé, au poids du corps, bien faites, etc. Qui viennent re-stimuler le dos et qui viennent rajouter un petit peu de travail. Et ces tractions-là suffisent amplement. Ou même en début de séance suffisent amplement.
Et il n'y a pas besoin de se lester comme tout le monde sur Instagram, en effet, avec des charges super lourdes pour être un mec fort aux tractions. Ce qu'on veut, c'est un dos. Ce qu'on veut, c'est pas tirer toute la planète sur son dos. Et ils se retrouvent à avoir des subluxations au niveau de l'épaule. Ils peuvent même pas s'entraîner. Parce qu'ils veulent frimer. C'est ça mon problème avec les tractions lestées. Et ouais, au final, tu peux vite avoir pas mal de tension dans tes épaules, surtout quand tu viens forcer comme ça pour te dire, tiens, j'ai passé le menton. On n'en a rien à foutre du menton au-dessus de la barre. Ce qui compte, c'est que tu te serves de ton dos. Par exemple, moi, j'ai pas une morphologie qui m'aide à passer facilement le menton au-dessus de la barre. Et ben, je le passe pas, mais je reste en tension sur le muscle qui travaille. Et ça me sert bien plus. Donc les gars, je suis pas d'accord avec Jamo, vous pouvez faire des tractions lestées. Par contre, faut en effet pas que ça devienne de l'ego et des mauvais mouvements. Et des mouvements qui deviennent dangereux, des mouvements qui ne servent simplement à rien. Où vous perdez de l'énergie et vous risquez une blessure. Si vous faites des tractions lestées, c'est que vous maîtrisez déjà parfaitement les tractions, votre poids de corps et le sollicitement du dos avec ces tractions-là. Alors lui, non, elle, coucou, femme 35 ans, entraînement 5 fois par semaine, j'ai envie de prendre de la GH, qu'en penses-tu? La question que j'ai pour toi, qui t'a incité à prendre de la GH? C'est pas moi, tonton! Tais-toi! Je suis plus que sûr que la personne qui t'a incité à prendre de la GH veut te la vendre. Par curiosité, je suis parti à ton profil. Entre parenthèses, t'es mignonne. T'es une Ferrari en ce moment. Tu veux devenir un tracteur? Ouais, en effet, souvent l'idée ne vient pas nulle part. Souvent l'idée, justement, est proposée par quelqu'un, alors soit qui veut t'en vendre, soit qui, finalement, je sais pas, t'a influencé, etc., de façon directe ou indirecte. C'est aussi tout le problème avec les influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est que finalement, quand ils disent « bah je prends des stéroïdes », certains peuvent se dire « bah tiens, je prends des stéroïdes, je vais être pareil ». Et quand ils disent pas qu'ils en prennent, ça crée un faux standard aussi. Donc au final, c'est là aussi où est la problématique, je trouve, à dire qu'on prend ou on prend pas des stéroïdes quand on en prend. C'est que finalement, si t'es honnête, est-ce que ça va pas encourager? Si t'es pas honnête, est-ce que finalement, ça va pas créer pas mal de troubles d'image personnelle du physique et donc finalement faire tourner des gens en rond? Là, pour le coup, ouais, prendre de la GH. Déjà, la GH, les gars, vous en avez pas besoin. Franchement, votre corps a tout ce dont vous avez besoin. Testostérone, GH, insuline et toutes les hormones stéroïdiennes, T3 et T4, donc la T3 qui est surtout active, pour construire le physique que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de plus. J'ai jamais été aussi heureux, je vous le dis, je vous évite d'aller faire une connerie, je vous le dis, j'étais bodybuilder professionnel, j'ai fait 120 kilos, j'ai fait 110 kilos, j'ai fait 115 kilos avec les abdos pour mes 75, j'ai pas été naturel, j'ai jamais été aussi content de mon physique maintenant. Parce que sinon c'était jamais assez. Surtout avec les critères de compétiteur. Vous avez toutes les ressources naturelles pour avoir le physique qui vous plaît. Vous n'avez pas commencé la musculation pour être putain d'énorme et être dépendant de 36 compléments, 36 suppléments, etc. C'est bien de faire les choses bien, c'est bien de s'y consacrer, mais arrêtez d'aller chercher un truc qui à la base n'était pas dans votre tête. Simplement parce que vous avez vu des physiques hors normes. Simplement parce que vous avez entendu un mec dire tiens moi je prends de la GH, etc. ou tiens moi je prends de la testo. Vous n'avez pas besoin de ça les gars. Je vous le dis, j'ai fait l'aller-retour, je suis revenu. Vous n'avez pas besoin de ça. Tonton, Oui. j'avais une question pour vous. Quels sont les aliments à éviter pour éviter les ballonnements? Ballonnement, bide, surpoids, on sait très bien que lorsque on surconsomme nos calories, éventuellement, on va gagner du gras. Et la plupart du temps, c'est le sucre parce que c'est un business, les gars. Donc, commencez à nettoyer votre environnement. Alors là, du coup, il s'éloigne un petit peu de la question de comment améliorer sa digestion. Là, il parle tout de suite de, finalement, bah, c'est le gras. En fait, non, c'est pas forcément... On peut être à 8-6% body fat et avoir une digestion qui est éclatée au sol. Et ça peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être le manque de sommeil, ça peut être l'inflammation, ça peut être le manque de... Peut-être qu'il faut une consommation de probiotiques, d'aliments plus fermentés, peut-être qu'il faut davantage de fibres, peut-être qu'au contraire il y a trop de fibres, trop de volume alimentaire, peut-être qu'il y a juste pas assez de volume alimentaire, fibre ou pas. C'est pas forcément lié, d'office, ça tient, le ventre est gonflé, tu digères mal, t'es gras, ça n'a rien à voir. Vos placards, ne l'achetez pas. Mangez les bonnes sources de glucides, comme par exemple fruits, c'est super bon à consommer. Réduisez votre consommation de riz, de pâtes, de pain blanc. N'achetez pas le pain blanc, il y a du sucre dedans. Ouais, il fait bien de préciser les bonnes sources de glucides, parce que finalement, et ça je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, quand on dit coupe le sucre, ça veut tout rien dire. Encore hier, j'étais avec un appel avec un client qui a démarré avec nous en coaching, et il me disait j'ai coupé le sucre. Et tout de suite, je l'ai repris, je lui ai dit je suis pas là pour jouer sur la sémantique, etc. Non, mais du coup, qu'est-ce que t'as fait exactement? Parce que est-ce que t'as coupé le sucre raffiné, donc les aliments transformés, ou est-ce que t'as coupé le sucre
les glucides de manière générale, parce que le sucre, c'est dans les glucides. Les glucides, c'est un fuel super important pour ton cerveau, tes muscles et tout ton corps de manière générale, surtout quand tu pratiques de la musculation. C'est notre carburant principal. On n'est pas comme les, marathoniens, on n'est pas comme les cyclistes, etc. On n'a pas forcément les mêmes besoins, dans les mêmes quantités, etc. On a nos besoins à nous. Et nous, souvent, c'est beaucoup d'électrolytes, beaucoup d'hydratation, comme tous les autres sportifs, et aussi pas mal de glucides. Nos diètes, en général, sont majoritairement composées de glucides. Donc, couper des sucres, etc., faire attention à ce que ça veut dire aussi, et ce qu'on en comprend derrière. Donc, couper les aliments raffinés, de sucres raffinés, des aliments transformés, oui, absolument. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour votre santé digestive, votre santé cardiaque, votre poids, etc. Et votre physique, et votre santé mentale même. Parce que plus le crash de sucre derrière peut être violent, plus t'as faim derrière, plus c'est digéré rapidement, plus t'as faim derrière, plus t'as re-envie de la même chose, le sucre appelle le sucre, et plus derrière aussi, ta glycémie elle se crash, cortisol peut monter, etc. D'un point de vue hormonal, ces cycles-là sont un peu merdiques. Commencez à vraiment focaliser plus sur la protéine que plus sur les glucides et le gras. La protéine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supprime la production de ghrelin, qui est l'hormone de la faim. C'est pour ça que lorsque vous mangez beaucoup de protéines, vous n'avez pas faim. C'est vrai que la protéine, finalement, a un aspect très puissant sur la satiété. C'est des calories. Il y a 4 kilocalories pour 1 gramme de glucides et 1 gramme de lipides. Et c'est vrai que si tu manges davantage de protéines que de glucides, pour un même total de calories, tu auras une composition corporelle, donc un ratio physique entre tes muscles et ton gras, qui sera différent. Donc oui, plus votre diète est riche en protéines, meilleure sera votre composition corporelle, vos taux de masse grasse. Et plus elle est riche en glucides, et plus vous aurez certes du fuel, mais au bout d'un moment, votre corps ne pourra pas tout bien assimiler. Votre sensibilité à l'insuline, elle va réduire, vous allez avoir un surplus constamment de sucre, et là au final, ça va pas être du sucre qui va être amené, stocké dans votre glycogène musculaire ou utilisé pour les formes, mais plutôt qui va être stocké sous forme de cellules graisseuses de gras. Donc, il faut une diète équilibrée. En fait, c'est pas tellement chercher à éliminer des choses, ou à réduire, ou à couper des choses, etc. Pour se remettre rapidement en forme, bon là on parlait de la digestion, mais au final c'est pas ça la trappe, mais pour se remettre rapidement en forme, sécher, avoir une meilleure composition corporelle, il faut qu'il y ait une bonne base de protéines. C'est au minimum 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Souvent on dit 2, 2,5. Ça, souvent, c'est des standards qui ont été complètement explosés par le marché de la protéine en poudre à l'époque des compléments pour vous faire consommer davantage de whey. En mode, t'as besoin de beaucoup de protéines et ça régulièrement. C'était le gros coup marketing. Il faut avoir des protéines toutes les 2 heures. Tu peux pas en assimiler plus de 30 grammes. Bah, ça tombe bien. Nous, on a une scoop de protéines, c'est 30 grammes. Tu peux la prendre toutes les 2 heures, c'est pratique. Bon, tout ça, c'est un scam. Tu peux manger ton total de protéines en une fois. Enfin, en une fois, ça fait quand même assez peu pour assimiler correctement. Mais tu peux le manger en 2 fois ou alors en 5 fois. En réalité, ça change pas grand chose. Si tu l'assimiles pas aussi rapidement, tu l'assimileras plus en diffusion dans le temps. C'est pas forcément un problème. Par contre, oui, avoir une diète qui est bien équilibrée, qui a des fibres, qui a des légumes, qui a des lipides, différents types de lipides, des lipides variés, des graisses saturées, polyinsaturées, monoinsaturées, pour ton cœur, pour ta testostérone, etc., ton inflammation, ton anti-inflammation, assez de protéines pour ta composition corporelle, majoritairement de sources animales, parce que là aussi pareil, ça n'a rien à voir d'un point de vue structure d'acides aminés, vis-à-vis des sources végétales en majorité, et pareil, des glucides évidemment. Et même le pain blanc, moi je trouve pas ça si grave. Je préfère largement qu'il y ait du pain blanc et que les apports soient maîtrisés, qu'il y ait des calories contrôlées, mais des aliments transformés et justement des céréales, etc. Donc, reprenez le contrôle sur le total calorique. Faites attention à votre digestion, parce qu'elle est un témoin aussi de votre niveau d'inflammation et de ce que vous pouvez tolérer sur le long terme. Et trop d'inflammation au niveau digestif, croyez-moi, moi j'ai vécu le bodybuilding, ça peut détendre aussi votre ventre, au-delà du gras. Et du coup, ça peut avoir, même quand vous êtes sec, un aspect du bas du ventre qui est plus étiré, l'intestin, etc., qui a souffert. C'est mon cas. Alors j'ai beau être sec et tout, si je relâche mon ventre, il y a le transverse qui est aussi passé renforcer tout ça, les obliques aussi, et plus ça a poussé le ventre, et tout le temps été en train de manger, tout le temps été ballonné, tout le temps été lourd, derrière, paf, ça peut retomber. Donc, faites attention au côté digestif, évidemment, sur le long terme, mais ayez des lipides, ayez des glucides, ayez des aliments plaisir, faites du 80-20, 80% de sérieux, 20% vous faites plaisir. C'est très important, et oui, variez les légumes, variez les fibres, etc. Lorsque vous mangez beaucoup de glucides et de sucre, vous continuez à le manger, c'est pour ça que vous n'arrêtez pas. C'est ça notre problème. Donc si j'étais vous, qu'est-ce que je ferais? Lorsque je regarde mon assiette, la chose sur laquelle il doit focaliser, c'est la protéine. Entre parenthèses, poulet grillé, poisson grillé, thon à l'eau ou frais, tout ce qui est poisson, crevettes, les œufs, bonne source de fromage comme le skyr, je crois, chez vous. Ça, c'est votre source de protéines. Les glucides, je dirais un petit peu de riz complet ou blanc, basmati, à la vapeur. Les patates douces, c'est super bon.
Mais limitez les glucides au début, lorsque vous commencez à vous entraîner. Focalisez aussi sur les fibres, tout ce qui est légumes. C'est super bon. J'aurais pas tendance à dire de limiter les glucides quand on débute la musculation, parce qu'au final, peu importe ce que tu manges, tant que c'est globalement sain et que c'est en quantité suffisante, et même si c'est pas parfait, tu vas quand même avoir pas mal de bons gains du débutant. Évidemment, si tu débutes, télécharge l'application Momentum, le premier lien dans la bio, parce que ça va t'aider, ça va te guider, etc. Ouais, absolument tout, tous les entraînements, toutes les diètes, tu seras cadré. Au moins tu diras, je perds pas de temps, même si tu veux le faire tout seul. Mais il faut pas pour autant chercher à se dire je vais restreindre ci, restreindre ça, surtout en débutant. Dans le temps, oui, il faut se pencher sur les protéines, les glucides et les lipides pour s'assurer une bonne composition corporelle, une bonne adhérence et un bon maintien de tout ça. Mais j'ai envie de te dire, si tu manges pas mal de glucides, de riz, de patates douces, de pommes de terre, de flocons d'avoine, de fruits, etc., tu peux monter aussi ton énergie quotidienne et tu peux du coup monter aussi ce que tu vas dépenser derrière. C'est une question aussi d'équilibre. Si tu manges beaucoup de glucides et tu dépenses beaucoup, c'est comme un gars qui mange peu de glucides et qui se dépense peu. Et tu auras même davantage de santé et d'augmentation de ton métabolisme, de santé métabolique, comparé à celui qui est très peu actif, qui mange beaucoup moins pour compenser ce manque d'activité physique-là. Donc n'hésitez pas à vous alimenter, ne cherchez pas à vous sous-alimenter. Ça peut faire défaillir pas mal de choses, votre thyroïde, ça peut vous donner un coup au niveau de votre énergie dans la journée, de votre productivité, etc. Cherchez à manger le plus possible, notamment de glucides, et à vous dépenser aussi le plus possible. Et là, vous verrez en fonction de ce que vous êtes capable de faire ou non, ce que vous pouvez vous permettre de faire et de manger. Si tu peux faire 10 000 pas par jour, tu mangeras peut-être 200, 250, 300, 350 grammes de glucides au max. Et derrière, si tu peux peut-être faire 1 heure de vélo, ou 15 000 ou 20 000 pas par jour, là, tu pourras peut-être taper facilement plus dans les 400. Surtout sur le long terme où t'augmentes logiquement et facilement. Parce que tu auras un métabolisme sur lequel tu as travaillé avec le temps, en contrôlant les protéines, en contrôlant les lipides à côté. Donc, ne diabolisez rien. Rien n'est bon à couper, rien n'est bon à surconsommer, etc. C'est comme les diètes keto, cétogènes, c'est comme les diètes carnivores. D'un coup, tu coupes des glucides, bah c'est sûr que tu vas du coup perdre pas mal de poids, pas mal de rétention d'eau, mais sur le long terme, c'est pas bon, il manque des choses. On est fait pour avoir une grande variété de choses. Vous commencez à bouger, vous allez commencer à brûler plus de calories. Et lorsque vous commencez à brûler plus de calories, vous allez utiliser votre gras que vous avez comme source d'énergie et vous allez vous en débarrasser. Mais si vous continuez à toujours consommer la même chose et ne pas changer, rien ne va changer pour vous. Aussi simple que ça. C'est pas forcément vrai. Si tu continues à mal manger mais que tu fais de la musculation, le simple fait de développer de la masse musculaire, ça va te donner déjà une dépense calorique au repos qui sera beaucoup plus élevée. Le muscle, c'est vraiment un gouffre d'énergie, un gouffre de calories. Et il va de facto aussi améliorer par ce biais-là, par ce biais direct et indirect, ta composition corporelle. Donc j'aurais pas tendance à diaboliser tout ça. Maintenant, évidemment, si tu manges de la merde, remets-toi sur une diète saine. Et puis ensuite, pour brûler du gras, etc., c'est pas aussi simple que ça forcément. Un des gros mécanismes en général de la perte de gras, c'est la lipolyse. C'est quand ton corps, justement, il vient taper comme source d'énergie dans tes graisses, plus que dans tes sources de glucides, de glycogène musculaire. Bon, après, ça, c'est tout un système, etc., puis ça dépend de pas mal de conditions, mais globalement, si t'es en déficit calorique, tu perds du poids. Si t'es en entraînement de résistance chaque semaine, notamment si tu débutes et que t'es en surplus calorique, tu prends de la masse musculaire. Ensuite, après, il faut bien le faire, c'est sûr. Mais globalement, je serais pas si binaire que ça. Si tu veux te faire plaisir 20% du temps, fais-toi plaisir 20% du temps. Tant que 80% du temps, t'es sérieux sur tes entraînements et sur ta diète. Analyse de physique. Aujourd'hui, on a un super physique. Très impressionnant. You got a good physique there, brother. Alors, salut Diamo, j'ai vu ta story pour l'analyse morphologique. Voici mes photos en espérant que tu puisses analyser mon physique. Je m'appelle Louis, j'ai 19 ans et je mesure 1m74 pour 68 kilos. Ce que je vois devant moi, c'est un physique qui est brévéline, torse lent, jambes courtes, valgus de coude prononcé. Ça fait plaisir à voir. Ça fait vraiment plaisir à voir qu'il y ait une analyse morphologique qui soit bien faite, et que pour une fois, le terme morphologie ne soit pas associé à est-ce que t'es gros ou est-ce que t'es maigre, parce qu'il y a un gros abus d'utilisation de ce terme-là. Non, morphologie, morpho-anatomie, c'est regarder la longueur des segments, seuls et entre eux, pour pouvoir choisir les bons exercices derrière, et éviter les blessures et maximiser les recrutements des muscles. C'est beau. Pour un bodybuilder professionnel, tu vas galérer. Tu vas galérer, car tu as un torse qui est très très lent. Et pour le remplir, ça va te demander du temps. Et lorsque tu te retournes avec des dorsaux qui sont hauts et perchés comme ça, tu vas perdre beaucoup de compétition. Donc je resterai avec un physique athlétique. Pour toi, reste naturel. Les femmes
vont t'adorer. Enfin, elles t'adorent déjà avec ce physique. C'est vrai que finalement, avec l'explosion des standards, je tiens à dire aussi que c'est un beau physique, en fait, pour 2 ans de musculation et tout. Il y a une bonne frame, il y a une bonne largeur d'épaule, ce qui est rare d'avoir, un peu comme moi, les clavicules droites et bien larges, qui créent un contraste super sympa si t'as une taille fine, et qui est très esthétique aussi, surtout si t'as tes dorsaux longs également. L'analyse qu'il a fait morphologique, du coup, on a regardé un petit peu rapidement, ça me paraît assez correct dans les grandes lignes. Ce qui est bien aussi, c'est que d'office, il lui dit, et même si ça peut paraître un peu cru, mais d'office, il lui dit, par contre, si tu vas être bodybuilder professionnel, en fait, ce sera pas intéressant parce que l'abdomen est vachement long, parce que justement les bras sont très longs. Et finalement, je confirme un petit peu, c'est cool aussi de dire à quelqu'un d'office, bah là, tu seras pas forcément super super bon. De la manière que quand j'ai commencé la boxe le même âge, je savais qu'avec mes bras pas très longs, j'allais pas avoir un avantage sur les mecs qui ont des bras super longs, et que j'allais me prendre plus de coups que j'allais en donner dans la majorité des cas. Et bah c'est bien de le savoir dès le départ, parce que ça me permet pas de me projeter et me dire, bah putain, je vais être le meilleur ou parmi les meilleurs. Ça veut dire qu'on peut pas être bon, ça veut juste dire qu'on comprend aussi où on est fait. Pareil pour les nageurs. Clavicule large, bras super long. Lui, par exemple, il a vraiment une morphologie de nageur, par exemple, il doit plutôt faire de la natation. Donc c'est important de comprendre ça, chaque sport a sa morphologie. Regardez les podiums au JO, vous verrez toujours dans chaque sport une morphologie différente et récurrente parmi les podiums. Donc, très intéressant en effet, c'est bien d'office de savoir si on sera bon plus ou moins dans un sport grâce à une analyse comme ça, pour se rendre compte et ne pas du coup peut-être trop s'investir, du moins avec une volonté d'y aller trop loin, donc de ne plus être naturel, de prendre des stéroïdes, de vouloir faire des compétitions, tout ça c'est un investissement de dingue. On peut le faire à niveau amateur, et du coup, c'est-à-dire, moi, je me suis fait plaisir, mais si on n'est vraiment pas fait pour ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Comme pour n'importe quel sport, c'est du temps, c'est la santé, c'est de l'investissement, c'est des concessions. Il faut pouvoir être sûr de pouvoir les faire, et de pouvoir en tirer quelque chose derrière. Parce que, comme dit Frédéric Delavier, même si je vous dirais toujours quand même, quand vous voulez quelque chose, allez le chercher, putain, mais comme dit Frédéric Delavier en parlant de la morphologie, quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. Et finalement, c'est un peu ça. Tu te feras toujours battre par un mec qui est plus doué naturellement dans le sport que toi, à travail égal, voire même à travail inférieur à toi. Ok, on ne s'excite pas. Pas homo ici, ok. Donc, continue, reste naturel, super physique, la vérité. Blague à part, comme vous dites. Et ouais, c'est un physique largement plus esthétique que la grande majorité des hommes. Et si à côté, t'as un body fat pas trop élevé, si à côté, t'as un cou, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est suffisamment musclé, qui contraste bien avec ta mâchoire qui est dans l'alignement, que tu te sapes bien, que tu te tiens bien, que tu t'exprimes bien, bah ouais, comme il disait, avec les meufs, c'est bon, t'es fait. Par contre, pour du bodybuilding, c'est pas forcément super intéressant. Mais encore une fois, les gars, soyez pas trop matrixés. Y a pas besoin d'aller chercher du bodybuilding à forcément un niveau. Ça vaut souvent pas le coup, d'un point de vue santé, financier, comme temps. Vous pouvez faire une compétition pour tester si vous voulez. Idéalement naturel, même si c'est des shows beaucoup moins excitants, c'est sûr, que des shows pas naturels et internationaux, etc. Mais, si vous voulez tester, faites-le. C'est un beau challenge. Mais soyez sûr que si jamais vous voulez vous enfoncer là-dedans, que ça vaut vraiment le coup. Puis prenez votre temps également. Mais n'oubliez pas qu'un physique comme le sien, là, même si ça peut paraître un physique bof, c'est pas du tout un physique bof, c'est un putain de bon physique au naturel. Et vous l'oubliez parfois à force de voir, le summum du 0,01% sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a que ça qui est mis tout le temps en avant, surtout plus vous le consommez dans votre feed. Donc n'oubliez pas la réalité des choses. 80% d'entre vous, si vous faites les choses bien, vous avez sûrement un très beau physique, un physique bien au-delà de la moyenne. Un physique qui devrait aussi beaucoup vous plaire, surtout si vous avez un body fat qui est pas trop élevé et que vous avez une adhérence très grande à votre pratique sur la diète comme sur l'entraînement. Et comme d'habitude, si jamais tu veux booster ta pratique, booster ton physique rapidement et facilement au naturel avec les meilleurs entraînements possibles du marché, tu télécharges l'application Momentum, c'est le premier lien dans la bio, tu as accès à nos plus de 10 programmes complets et uniques, ainsi qu'à nos plus de 10 diètes, plus de 1500 recettes et à nos coachs.